comment les élites françaises de l'époque ont influé ou pesé sur la conquête coloniale de l'Algérie. Vous citez par exemple le cas de Tocqueville, démocrate vertueux en France et raciste colonialiste chez les indigènes. Donc à partir de cet exemple, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu le rôle des élites françaises dans cette histoire de conquête? Je peux affirmer qu'il y a eu une quasi-unanimité des élites françaises en faveur de la colonisation, avec des points d'interrogation et des exceptions. Parmi les exceptions, d'ailleurs, très intéressantes à étudier, il y a celle des économistes libéraux. Les économistes, je pense au principal économiste de l'époque qui s'appelait Gustave de Molinari, qui était vraiment hostile à la colonisation, mais pour des raisons totalement hexagonale, c'est-à-dire il fallait d'abord mettre en valeur la France avant d'essayer de conquérir d'autres terres et que la France y perdrait finalement d'une façon purement, je dirais, comptable, il perdrait énormément d'argent, ce qui d'ailleurs a été le cas pendant les premières années avant la grande colonisation. Donc je ferme cette parenthèse. Mais bon, je reviens aux élites françaises. Il y a eu effectivement une justification. Alors, cette justification qui a tendu à se transformer en cause, c'est la notion de mission civilisatrice de la France. On est au cœur là d'une idéologie française qui est très très ancienne, qui a même précédé la Révolution française, puisque on peut dire qu'il y avait déjà des prémices dans les notions de mission d'évangélisation, déjà dès l'époque des croisades, l'opposition entre la vraie religion, entre guillemets, la religion chrétienne, et puis la fausse religion, les hérésies, entre guillemets, l'islam. Donc il y avait déjà cet aspect-là. Et ici est donc ajouté à partir de l'immense courant des Lumières et de la Révolution française, qu'il faut évidemment saluer au passage, et nous en sommes les fils, mais en même temps dont il faut peut-être revoir les limites et cet aspect particulier de ce que j'ai appelé, donc, ce que beaucoup ont appelé la mission civilisatrice. La France avait comme destinée pratiquement, non plus décernée par Dieu, mais décernée par la raison, avec un R majuscule, avait comme destinée de se porter au secours de ces races inférieures. Et la notion de race inférieure est omniprésente au XIXe siècle. C'est vraiment l'explosion de la période de l'exaltation de l'inégalité des races, la théorisation de l'inégalité des races. N'oublions pas que l'ouvrage du comte de Gobineau de l'inégalité des races humaines date de 1843. Donc là aussi, on est en pleine période de la conquête de l'Algérie et de la pacification, entre guillemets, de l'Algérie. Donc tout ça fait que il y a donc cette adhésion qui est absolument manifeste et qui couvre pratiquement tout l'éventail de la politique française de l'époque, de la gauche aux conservateurs. Alors, je décris longuement les prises de position de la gauche française, cette gauche issue des Lumières, cette gauche républicaine, qui a été par ailleurs courageuse dans sa lutte contre la monarchie de Juillet, et qui, elle, va vraiment justifier, soutenir. Alors, on a raison de citer Tocqueville, Tocqueville qui a non seulement dans certains de ses ouvrages affirmé la nécessité de la guerre totale, il y a des textes absolument abominables où quasiment l'extermination locale, en tout cas pas l'extermination globale, mais l'extermination locale a été théorisée et justifiée par Tocqueville, mais également il a été un grand théoricien, je cite beaucoup de textes, de la colonisation des terres, avec cet argument indépassable à leurs yeux de savoir que ces terres n'appartenaient à personne. Les actes de propriété étant difficiles à établir pour une immense majorité des fellahs, bah évidemment, le Français qui arrivait, après, une fois que la conquête militaire était faite, disait, bah, cette terre est à moi, et donc moi je vais la mettre en valeur et je vais vous montrer véritablement comment la France utilise les techniques modernes de l'agriculture. Donc tous ces aspects-là ont été mis en place. Je parle donc de la gauche. Il y avait également un colonialisme ouvrier. Par exemple, les quelques moments où une expression ouvrière était possible, les ouvriers aujourd'hui, il ne faut pas faire d'anachronisme, on ne peut pas le leur reprocher parce que c'était une illusion. Mais par exemple, le journal des ouvriers de Lyon, qui s'appelait L'Écho de la Fabrique, qui est numérisé et accessible sur Internet, sur le site de l'École normale supérieure de Lyon, l'Écho de la Fabrique incite les ouvriers qui, pour échapper à la misère, de partir vers cette terre de cocagne. Et donc, il y a eu toute une illusion
autour de cette possibilité d'échapper à la misère et alors là, c'était plutôt le colonialisme paternaliste, d'apporter aux races inférieures les lumières de la pratique, de la pensée française. Voilà, c'est cette espèce de magma. Et parmi les réflexions qui me sont venues en travaillant, c'est que je me suis dit que lorsque beaucoup d'entre nous, lorsque nous étions sur les bancs de l'université et qu'on travaillait sur l'histoire, on a eu entre les mains le manuel de Raoul Girardet, qui s'appelait L'idée coloniale en France. Et Girardet faisait partir l'idée coloniale en France du début de la Troisième République, 71, 70. Je l'avais déjà constaté, mais j'ai vraiment creusé cette idée. C'est une erreur manifeste. L'idéologie coloniale, elle est pratiquement déjà à l'état pur dès la monarchie de Juillet. On la trouve dans des discours de Lamartine, par exemple, qui n'était pas seulement le grand poète romantique, mais qui était également un député, un homme politique ouvertement à gauche contre la monarchie de Juillet. Il a ensuite été ministre de la Seconde République. Et dans un discours célèbre d'avril, je crois, 1834, que je cite presque intégralement dans mon livre, Lamartine va expliquer tout ce que je viens de dire, l'inégalité des races, la mission civilisatrice, la grandeur française. La grandeur française est liée forcément aux possessions coloniales. Donc tout ça fait que la protestation anticolonialiste a pratiquement été inexistante. Il y a un député qui s'était couvert à l'époque d'opprobre de la part de ses adversaires qui s'appelait Léon, je ne me souviens plus du prénom, mais Monsieur Desjobert lui a critiqué la conquête. Mais c'était une voix vraiment qui criait dans le désert. L'immense majorité des autres députés, bien sûr, mais des journalistes, du monde politique, des intellectuels. Les intellectuels français, certains ont été très courageux en dénonçant les excès, ce qui est très différent de la dénonciation du colonialisme. Et je pense par exemple à Victor Hugo, qui était un homme qui était sans doute extrêmement sincère, mais qui n'a absolument pas vu, pas plus que Lamartine, pas plus que Tocqueville, qui n'a absolument pas vu qui n'a pas du tout approché même la critique fondamentale du colonialisme. Par contre, lorsque les exactions, et je pense qu'on va en parler, les exactions à la Buteau, les enfumades, tout ça, quand ces choses-là ont été connues en France, et il y a eu quand même des canaux d'information, lorsque ces choses-là ont été connues en France, ils ont avec courage dénoncé. Victor Hugo a employé une formule que je reprends dans un titre de chapitre, l'armée faite féroce par l'Algérie. Donc tout ça, c'est une protestation humaniste, mais nullement politique et nullement anticolonialiste. Ça nous ramène à parler justement de la violence. Donc, comment analyser à cette époque l'extrême violence de cette conquête? Vous énumérez dans votre ouvrage une panoplie terrifiante d'enfumage, d'emmurage, de massacres, de razzias. Toutes les horreurs ont été pratiquées. Comment analyser ça? Alors, je ne l'ai pas fait par plaisir, parce que c'est un moment particulièrement pénible, d'abord au moment d'accéder aux sources, et ensuite de les synthétiser. Donc, tout ce que j'écris sur ces violences a déjà été décrit par mes collègues, même les générations précédentes. Si mon ouvrage a un petit peu d'intérêt, c'est peut-être le fait d'avoir synthétisé et d'avoir additionné les exactions et les crimes de la colonisation. Alors, comment les analyser? Ben, tout simplement par le fait qu'il y a eu une résistance. Si le peuple algérien avait accepté dès les premières années, ce qui a été le cas les deux premières années, j'emploie l'expression après le débarquement de Sidi Fredj et la prise d'Alger, entre parenthèses, il s'est passé que 3 semaines entre le 14 juin 1830, débarquement, et la capitulation d'Alger, 5 juillet 1830, il s'est passé 3 semaines. Donc, la société algérienne a été dans un état de sidération. Il y a eu des escarmouches, il y a eu des embuscades, mais globalement, il ne peut pas parler de résistance dans les 2 premières années. Quand la résistance est structurée, et lorsque l'armée française a commencé à subir des pertes et des déboires multiples, et le harcèlement justement des troupes d'Abdelkader, ça a été une sorte de rage contre ces races sous-développées. Le racisme était évidemment omniprésent dans l'esprit, et en particulier des militaires, bien sûr. Et cette rage contre ceux qui étaient considérés finalement pas complètement comme des êtres humains, quoi, comme des sous-hommes. Dès lors qu'on a théorisé le fait qu'il y avait des races inférieures et que ces races inférieures osaient se révolter face à la mission civilisatrice, eh bien, la violence était la réponse à la résistance.
Et comme cette résistance ne s'est pas éteinte pendant les 15 années, la résistance aussi bien à l'ouest qu'à l'est contre l'armée française qui est montée à 100 000 hommes. À l'apogée de la guerre de conquête, il y avait 100 000 hommes sous les ordres de Bugeaud, sous les ordres de Saint-Arnaud, sous les ordres de Lamoricière, sous les ordres du général Négrier, enfin tous ces gens-là qui étaient des sabreurs, qui étaient véritablement des gens violents, formés d'ailleurs à toutes les autres guerres. Bugeaud, par exemple, était sergent ou peut-être sous-lieutenant à Austerlitz. Donc, vous voyez, il commence sa carrière très tôt. Et tous ces gens-là qui avaient sillonné non seulement l'Europe, mais même le monde, puisque Clausel, par exemple, avait fait la guerre d'Haïti. Donc, tous ces gens-là n'avaient absolument aucun scrupule à détruire, et non seulement détruire les combattants d'en face, mais détruire les populations. Et donc, dès qu'il y avait soit une once de résistance, soit tout simplement un besoin de l'armée française. Prenons l'exemple de la razzia. La razzia, c'est un phénomène qui a été absolument sur tout le territoire algérien. Je veux dire, aucun village algérien n'a échappé à un moment ou à un autre, soit une razzia complète, soit des razzias partielles. Eh bien, la razzia, bah, c'était tout simplement soit une réplique, un accrochage qu'avait subi l'armée française, soit tout simplement une volonté de se nourrir et de prendre toute nourriture, aussi bien des céréales que des agrumes, que le bétail. Lorsque une colonne française que j'ai qualifiée dans mon livre de colonne infernale, pour une référence à d'autres colonnes infernales, eh bien, lorsqu'une colonne française arrivait sur un village, elle repartait, il n'y avait absolument plus rien. Non seulement il y avait eu, en plus des morts humaines, il y avait des hommes qui avaient été tués, des hommes, des enfants et des femmes violées. Malheureusement, je consacre 3 ou 4 pages à la pratique des viols qui est vraiment référencée. Et puis en plus, bah, il prenait tout. Il prenait tout. Lorsqu'il n'avait pas la capacité de tout emmener, bah, il brûlait le reste. Et donc ces populations rurales se sont retrouvées complètement démunies, soit mourant sur place de famine, tout simplement, soit tentant de partir vers le sud, vers les terres beaucoup plus arides, et être soumises à la famine, aux maladies, etc., etc. Cette violence, elle ne se justifie évidemment pas, mais elle s'explique par le fait qu'il y avait donc cette conjonction entre, d'une part, la résistance et d'autre part, le racisme, la notion de sous-humanité, ce qui fait que c'était pas très grave de décapiter un adversaire, ou voire même tout simplement un paysan croisé. Je pense au livre de Mathieu Bellesi, par exemple, qui est un roman, Attaquer la terre et le soleil. Mm. Des fois, je me dis que le romancier a plus de poids auprès de l'opinion publique qu'un Mm. historien. Mais tant mieux, hein, il n'y a pas de concurrence quand on dit la même chose. Mais Mathieu Bellesi explique bien ce qu'était l'arrivée d'une colonne et la destruction complète pour la moindre opposition, la moindre critique. Par exemple, Bellesi explique, et c'est référencé dans mon livre aussi, que lorsqu'un officier demandait à un chef de tribu de lui livrer les femmes, avec évidemment une volonté de les violer, bah, évidemment, le chef de tribu ou les chefs de famille refusaient, et bah, ils étaient immédiatement décapités. Le viol avait quand même lieu. Donc, ces crimes, on peut parler de crimes de masse. On peut parler de Mm. crimes de masse, de crimes de guerre, bien sûr, pour Mm. la totalité de la période que j'ai étudiée. Mm. Et on peut même parler peut-être de volonté d'extermination, carrément, parce que, par exemple, vous citez un passage du célèbre, comment dire, écrivain français Stendhal qui prônait le modèle américain de l'extermination des Indiens, notamment par la famine. La question de l'extermination a été l'objet d'un débat. Il y a eu des partisans de l'extermination, il y a eu des adversaires de l'extermination. Et ces derniers l'ont emporté quand même finalement, avec deux arguments, me semble-t-il. Un argument humain, bon, même parmi les colonialistes, il y avait des gens qui avaient quand même la volonté, pas forcément d'exterminer tout un peuple, qui soutenait la répression, mais qui était quand même effaré. Je cite Victor Hugo, même Lamartine, qui était un colonialiste déterminé, a également fait des protestations contre les enfumades du Dara, par exemple, qui ont été un moment très important de débat en France. C'était très public, hein, par un minimum d'humanité.
mais soit également par lucidité économique. Je veux dire, ceux qui prenaient l'extermination complète des populations algériennes, eh bien, se privaient tout simplement, s'ils avaient été écoutés, se seraient privés tout simplement de main-d'œuvre. La notion, si vous voulez, d'extermination globale a été une tentation qui n'a pas été, je dis bien globale. On peut parler d'extermination partielle au pluriel, d'extermination dans une région. Bon, certaines tribus, je pense pas au pire, mais au premier exemple, qui est la destruction de la tribu d'El Oufia en 1832 par le duc de Rovigo. Eh bien, le duc de Rovigo, lui, il a pas fait de détails, il a tué toute la population. Il a gardé deux soi-disant responsables, meneurs, qu'il a amenés jusqu'à Oran pour être décapités. Oran ou Mhm. Alger, à vérifier. En tout cas, pour être décapité. Il y a l'exemple également tout à fait sinistre de la prise de la Zacha, plutôt à la fin de la période que j'étudie, où il y a eu effectivement l'armée française qui avait enragé parce qu'elle n'avait pas réussi à prendre l'oasis de la Zacha elle avait fait un siège qui avait duré plusieurs semaines, et donc la rage les avait pris, et donc ils avaient décidé de tuer à peu près toute la population. Mais tout ça, c'est référencé d'ailleurs dans les mémoires souvent ou dans les courriers des acteurs des événements. Bon, mais je reviens quand même à cette idée d'extermination globale, je n'y crois pas, parce que, encore une fois, l'appareil économique, en particulier rural, avait besoin d'un minimum de main-d'œuvre, puisque certains des paysans expropriés, ben, contraints et forcés, sont devenus des ouvriers agricoles sur les terres de leurs ancêtres. Les Français ont quand même perdu beaucoup de soldats durant cette période. Il y a eu, sur une période de 21 ans, selon les chiffres que vous citez dans votre livre, il y a eu près de 100 000 morts quand même, hein. Et en 21 ans, et puis bien sûr des milliers de blessés, selon les archives. Ça nous conduit à revenir à cette histoire de résistance algérienne. Comment s'est-elle organisée? Quel rôle elle a vraiment joué dans l'évolution de cette guerre coloniale? La première affirmation que je veux faire, et j'y reviendrai tout de suite après, c'est de dire que la grande majorité des soldats français qui sont morts ne sont pas morts au combat. Ils sont morts des fièvres, ils sont morts de maladies, parfois même de faim, parce que les officiers français, qui étaient presque tous issus des élites sociales, enfin élites entre guillemets, Mm, avaient un mépris incommensurable pour leurs propres troupes, hein. Il y a, je cite beaucoup d'exemples de violences exercées contre leurs propres soldats. Euh, mm, J'y reviendrai. Les morts au combat, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup parce que tout simplement, il y avait d'une part les troupes d'Abdelkader et de Behamed qui harcelaient avec une méthode qui était aussi vieille que l'humanité, hein. Je fais un parallèle avec la résistance de Jugurtha, je ne suis pas le premier à le faire, hein, au 1er siècle avant Jésus-Christ, où les troupes romaines avaient été harcelées de la même façon. mm, Et donc, Abdelkader n'a pas été un théoricien de la guérilla, mais c'est un praticien de la guérilla. Le mot guérilla existait d'ailleurs depuis la guerre d'Espagne entre l'armée française. Le mot guérilla existait à l'époque. Donc, la notion de guerre populaire n'a pas été une invention de Mao Tse-tung, mm. mais est aussi vieille que lorsqu'il y a des troupes en infériorité technique face à une armée moderne. Le faible ne va pas attaquer frontalement le fort parce que le faible disparaîtra. Il y a eu ce harcèlement permanent qui a creusé des troupes dans les colonnes françaises, évidemment. Elles attaquaient, par exemple, l'arrière-garde d'une colonne. Et puis, il y a eu des cas également de morts nombreuses lorsqu'il y a eu des échecs. L'armée française a connu des échecs. La bataille de Sidi Ibrahim en 1845 a été une défaite cinglante de l'armée française, enfin de régiment français. Et puis, l'un des grands moments, l'échec de la prise de Constantine en 1836, où l'armée française a été littéralement dans l'incapacité de prendre la ville. Pour ceux qui connaissent la configuration de Constantine, c'est une ville particulièrement difficile à prendre d'assaut. Et en tout cas, l'armée française a perdu des milliers d'hommes. Et lorsque sur le chemin du retour, il y a eu des tempêtes de neige, eh bien, il y a eu là aussi des milliers d'hommes qui sont morts de froid sans aucun souci des officiers qui, eux, chevauchaient à l'avant. La ville de Constantine a été prise
au prix également de beaucoup de morts l'année suivante, 1837. Pour revenir aux causes majoritaires de la mort des soldats français, eh bien, c'est ce que je viens de dire, c'est les famines, c'est les colonnes qui avançaient, qui n'avaient pas suffisamment de grains, et alors elles essayaient de faire des razzias que j'ai citées tout à l'heure, mais il n'y avait pas forcément des villages à portée de colonnes, donc ces colonnes ont souffert de la faim, de la maladie. Le choléra a fait du véritable carnage dans la population civile et chez les militaires. Je signale au Mhm. passage que le choléra n'existait pas en terre africaine avant la conquête française. Mais le choléra a été apporté par des colons espagnols, en l'occurrence, en 1834, 35, 36, les premiers cas. Puis après, évidemment, vu les conditions d'hygiène et le fait que la médecine était extrêmement balbutiante, eh bien, bon, ça fait des centaines de milliers de morts parmi les populations algériennes, mais également parmi les colons, parmi les civils, mais également parmi les soldats. Mhm. La rudesse de la conquête, la résistance, les conditions climatiques, les conditions d'hygiène et de nourriture, tout ça explique que l'armée française a subi effectivement, les chiffres sont absolument incontestables et ils sont assez faciles à consulter et à comparer. Mhm. Donc on est à peu, je crois, je l'avais dit, je crois dans mon livre, je dois dire 97 000 morts, donc C'est ça. pratiquement 100 000 morts, oui. Je reviens sur la question de la résistance. Comment cette résistance est structurée? Parce que c'est un pays vaste, il y a eu différents chefs résistants, comme bien sûr l'émir Abdelkader, mais Ahmed Bey à Constantine, il y a eu El Mokrani, etc. Mais comment cette résistance a pu se structurer et quel rôle elle a joué dans la suite des événements? Alors, encore une fois, moi je parle de deux résistances qui cette fois-ci n'ont pas été convergentes. C'était un des drames de l'histoire de la conquête de l'Algérie, un des drames pour le peuple algérien en particulier, bien sûr. Abdelkader avait d'emblée considéré que l'ère de la domination ottomane était achevée. Il avait raison. L'ère de la domination ottomane, dont on n'a pas suffisamment parlé, mais enfin c'est une chose qui est connue, était achevée et que donc c'était le moment où un chef d'une tribu issue directement du peuple algérien pouvait et devait prendre la direction du pays et commencer à en faire un État moderne. Je reviendrai sur la notion d'État après si vous voulez. Alors que le Bey Ahmed est toujours resté fidèle à Constantinople, a même considéré que Abdelkader était un traître, il refusait de continuer à être un sujet de l'Empire ottoman. Donc c'est l'une des raisons qui ont fait qu'ils ne se sont jamais alliés. Alors, mais dans les deux cas, mais plus quand même dans le cas d'Abdelkader qui contrôlait une grande partie de l'intérieur des terres, il y a eu vraiment une conception très moderne. C'est très étonnant de voir comment cet homme qui était jeune, je me rappelle en 1832, lorsqu'il est élu par les chefs de tribu, disons, il prend le titre d'émir, enfin, on peut le Mhm. traduire par chef général de la résistance. Lorsqu'il est élu, il est très jeune et il va se révéler un être véritablement exceptionnel dans divers domaines. Dans le domaine militaire, il a vraiment très très vite assimilé les techniques de ce qu'on appelait la guérilla. Dans le domaine également politique, il va avoir vraiment une conception très moderne de la construction d'un État, avec la mise en place d'une administration, une collecte d'impôts, une industrie. On a les Français qui arrivaient dans certaines villes qui avaient été auparavant contrôlées par Abdelkader étaient tout surpris de constater qu'il y avait des forges. Il y avait une industrie d'armement, par exemple, qui avait des forges, qui avait des ateliers. Bon, on ne peut pas parler d'usine, mais d'ateliers. Et il y avait donc, dès ce moment, une sorte de structure pré-étatique si Abdelkader n'avait pas été en 1847 obligé de rendre les armes, eh bien, je pense qu'il se serait dirigé, et bien sûr, s'il n'avait pas eu l'armée française, il se serait dirigé progressivement vers la fondation d'un État de type moderne, ce qui est quand même tout à fait remarquable, puisqu'on est quand même à la mi-19e siècle, c'est une époque où il y a pas d'unité en Allemagne, il n'y a pas d'unité en Italie. La notion d'État moderne est réservée à quelques pays seulement dans le monde. Rien que pour ça, c'est très étonnant de voir. Moi, je sais que c'est une chose que j'ai découverte. Je connaissais un tout petit peu le rôle militaire d'Abdelkader, son rôle religieux. Abdelkader était un être très pieux
qui était véritablement l'adepte d'un islam de prière, de réflexion, de volonté de se rapprocher de Dieu sans intermédiaire. Enfin, c'était un homme qui connaissait une grande partie du Coran par cœur. Et d'ailleurs, lorsqu'il était prisonnier, ensuite, il a passé son temps en prière et en lecture des livres saints. Donc voilà, c'était un homme d'une étonnante modernité. Et je cite dans mon livre des passages de Français qui l'admiraient. Alors, ils admiraient le chef de guerre, même des militaires, même des officiers supérieurs français ne pouvaient pas cacher leur admiration pour le chef de guerre, pourtant qu'il leur faisait mille misères. Mais ils étaient quand même conscients que face à l'armée de 100 000 hommes, eh bien, c'était un homme suffisamment intelligent pour faire face et pour mettre en difficulté, encore une fois, l'armée française. Il y a un chapitre édifiant qui est consacré au parti coloniste, ou, comme vous expliquez, le lobby coloniste. Pouvez-vous juste nous expliquer les fondements et les acteurs de ce parti, de ce lobby, et quel a été son rôle durant toute cette période coloniale? Alors, on est habitué, nous, contemporains, de parler d'un parti colonial. Mais le terme de l'époque, c'était effectivement parti coloniste, qui, entre parenthèses, n'est pas né pendant la conquête de l'Algérie, mais qui est né pendant l'expédition d'Égypte de Bonaparte. C'est à ce moment-là, dans 1798-99, que le mot de parti coloniste d'abord, et anticoloniste apparaissent. Alors, le parti coloniste, ce n'est pas un parti de type moderne avec une direction élue, et des cellules ou des sections disséminés sur le territoire, on devrait plutôt le traduire par lobby. C'est un véritable groupe de pression qui va s'appuyer tout simplement sur le consensus. C'est le consensus général des élites pour des raisons politiques, idéologiques, raciales. Je dirais que le fait d'expliquer que la France doit dominer l'Algérie apparaît comme tellement naturel que ça ne se discute même plus. Au terme des premières interrogations, bien sûr, il y a des interrogations qui sont plus géostratégiques que, que fondamentalement politiques. Mais dès que l'idée d'avoir une implantation définitive, je rappelle la formule de Louis-Philippe en 1841, l'Algérie est définitivement terre française. Donc à partir de ce moment-là, bien sûr, ce consensus se met en place avec tout ce que j'ai dit sur le fait que les hommes politiques libéraux, les monarchistes, il y a pratiquement ou très peu de voix qui critiquent. Et donc, ben, ce parti coloniste va avoir déjà une stratégie qui n'aura pas la même ampleur que celle de l'apogée du colonialisme. Hein. Il n'y a pas encore des expositions coloniales avec des millions de personnes, mais il y a déjà une stratégie de conquête des esprits qui s'appuie donc sur l'évidence, je mets le mot évidence bien sûr entre guillemets, mais l'évidence d'après les contemporains de la présence française en Algérie. Donc tout se base sur dans la presse, par exemple. La presse ne critique jamais le principe. Je répéterai toujours, la presse parfois a pu avoir un rôle de critique des méthodes. Ça, c'est un autre problème. Mais la presse ne critique jamais le principe de la colonisation. Les hommes politiques français, à part le fameux Désjobert, le pauvre, était bien isolé. Il n'y a pas d'homme politique français qui prend la parole pour critiquer le principe de la présence française en Algérie. Donc ce lobby, il va progressivement essayer de convaincre les Français par mille canaux. Donc il y a la presse. Il y a par exemple un phénomène que je décris dans mon livre et que j'ai également découvert en travaillant, c'est le théâtre populaire. À l'époque, le théâtre et les Français, les citadins, bien sûr, qui voulaient avoir un petit peu de loisirs, n'en avaient pas beaucoup. Et donc, le théâtre était vraiment un mode d'expression très, très populaire. Il y avait des dizaines de théâtres à Paris, par exemple, qui faisaient des représentations où, d'après tous les témoignages, le grand public venait. C'était le public populaire. Et c'était en Mhm. général des pièces à l'eau de rose, il y avait des pièces militaires, il y avait des intrigues, etc. Et puis, l'Algérie a été très présente. Il y a eu des reconstitutions de la prise de la Smala d'Abdelkader par
par des acteurs. D'autres batailles ont été, la prise d'Alger, bien sûr, ont été représentées et les Français étaient invités à venir admirer le courage de nos soldats et bien sûr la fourberie des soldats qu'on appelait arabes. D'ailleurs, Mm. le terme de Kabyle à l'époque était très peu, enfin, il y avait une Kabylie, bien sûr, mais le Mm. terme de Kabyle était très peu utilisé à l'époque. Donc voilà, il y avait une sorte de volonté de conquérir les esprits par tout ce que je viens de dire, la presse. Il y a eu déjà des premières expositions qui n'étaient pas des expositions coloniales, mais qui étaient des expositions de produits, par exemple. On disait aux Français, en particulier à Paris, on disait aux Parisiens de venir regarder les produits extraits du sol algérien pour montrer qu'il y avait un avenir économique. C'était en même temps une façon d'essayer d'attirer des colons. Donc, on exposait des graines, des agrumes, des choses comme ça. De temps en temps, on a même fait venir des troupes pour des représentations. Par exemple, il y a une troupe de cavaliers kabyles qui avait fait une démonstration à Marseille et à Paris. Tout ça concourait au consensus dont j'ai parlé, de ce lobby qui a finalement prouvé son efficacité parce que les voix de l'opposition à la colonisation ont été d'abord très faibles et progressivement éteintes. Jusqu'à l'entre-deux-guerres, il y a pratiquement pas d'expression anticolonialiste en France. Et on salue au passage la grande voix de Jaurès, qui était vraiment l'exception au sein du Parti socialiste d'avant 1914. Mais les voix strictement anticolonialistes sont pratiquement inexistantes jusqu'à l'entre-deux-guerres, avec encore une fois des protestations de Jaurès, le mouvement anarchiste tout ça c'était très marginal. Il y avait vraiment une sorte d'adhésion populaire des élites à l'idée coloniale. Vous répondez par anticipation à la dernière question que je voulais vous poser sur l'opinion française sur ce qui se passait en Algérie. Moi, je pense que on a évoqué les points très importants de votre ouvrage et on encourage bien sûr les gens à le lire parce que c'est très édifiant, très instructif. On salue vraiment votre travail et puis on va terminer notre conversation avec une pensée chaleureuse pour notre ami François qui Oui, nous bien a sûr. quittés. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être juste une anecdote, puisque la première fois que j'ai eu l'idée de faire ce livre, j'en ai parlé à François qui n'était pas enchanté parce que il me demandait ce que je pouvais apporter de nouveau, quoi, ce qui est logique d'une part d'un ami, mais également de la part d'un éditeur. C'était son travail de me poser ce genre de questions. Ben, j'ai dû être convaincant parce que j'ai réussi à le convaincre de le proposer au comité de direction de la découverte et il a, il a emporté l'adhésion du comité. Et ensuite, ben, il était le correcteur des 5 premiers chapitres de mon livre. Donc, on avait vraiment un travail, que j'ai gardé tous les mails évidemment, un travail vraiment de coopération très fructueuse et très amicale. Mais en même temps, ben, vous avez connu François aussi, c'était un homme malgré l'amitié, avait toujours une critique fondée, mais ferme donc ça nous arrivait de ne pas être d'accord, pas sur le contenu, parce que François n'a jamais prétendu influer sur le contenu, mais sur la forme, sur la présentation, sur les dimensions, parce qu'il était un peu effrayé des dimensions du livre. Donc, les 5 premiers chapitres ont été corrigés par lui. Donc, une raison supplémentaire de lui rendre hommage. Ouais. Merci beaucoup. On espère qu'il y aura d'autres travaux sur cette histoire parce que on apprend tous les jours. On apprend à Bien chaque fois sûr. des choses, Heureusement. Heureusement. des choses nouvelles. Oui. Merci.